c'est que je travaille uniquement en noir et blanc, en argentique. C'est vrai qu'à l'époque du numérique, ça semble bizarre, mais je trouve que le noir et blanc, c'est ce qui reflète le mieux l'âme des épaves. Alors, tous ces ouvrages, tout ce que vous avez vu là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière moi, j'ai un groupe de plongeurs qui, depuis des années, me suivent et m'accompagnent, pas me suivent, m'accompagnent, parce que c'est pas évident d'accompagner un pimpin comme moi dans toutes les conditions que vous avez pu voir ou les profondeurs, parce que les mers chaudes, c'est pas ce qui nous intéresse, là où tout le monde peut aller, c'est plutôt l'Irlande, les Normandie, Bretagne, là où les conditions sont un peu plus difficiles, et où prendre les épaves en photo, c'est un peu plus difficile. Voilà, donc tout ça c'est chouette, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un groupe derrière, et qui, depuis toutes ces années, qui me suit corps et âme, si on peut dire. Voilà, et toujours, bon, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont toujours présents. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Si eux n'étaient pas là, ce que vous avez pu voir aujourd'hui, vous ne pourriez pas le voir. Voilà. Donc, voilà. Et nous sommes des plongeurs épaves, et nous allons de 0 jusqu'à 100 mètres, à peu près, un peu plus. Parce qu'après, au-delà, moi, ça va un peu. Au-delà de 100 mètres, ça fait des plongées lourdes, et qui sont... il faut préparer. Voilà. Et là, sur le reportage, vous avez vu, on expliquait un peu, nous étions équipés pour la plupart en bouteilles, et maintenant, nous sommes tous en recyclage. Donc, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on respire, eh ben, il est recyclé, on peut rester beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de sécurité pour la santé, l'organisme. Voilà. Après, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci pour votre écoute. Voilà. Il faut quand même 4 heures de palier. Là, sur 110 à peu près, quand on commence à faire du fond. Non, nous sommes un mélange ignoble pour l'effet narcotique. Mais plus on passe de temps au fond, plus il y aura de paliers. Alors quand les conditions sont bonnes, c'est vrai par exemple de faire des paliers c'est agréable, mais quand il fait très froid ou la mer est assez agitée, parce que nous avons même, je parle du froid, parce que nous avons même fait des plongées dans les lacs en Suisse, où il y a des épaves. De toute façon, sous chaque étendue d'eau, il y a toujours une épave qui sommeille, je dis toujours. Mais je tiens ça de la traversée de Paris avec Bourville et Jean Gabin, quand il dit qu'ils se comprennent par les Allemands, il trouve du cochon. Vous savez, dans chaque Français, il y a un cochon qui sommeille. Voilà, moi je parle toujours de ce principe. Sous chaque étendue d'eau, il y a une épave qui sommeille, c'est obligé. Alors. Et c'est vrai qu'en Suisse, il y a un lac, il y a eu de la navigation, donc il y a des épaves. Je pars toujours de ce principe. Même quand je vais en montagne, des fois, ou en rando, je vois un lac, je dis, il doit y avoir quelque chose. C'est obligé, il y a toujours quelque chose. Et donc, dans les lacs en Suisse, je parlais du froid, parce que nous travaillons dans de l'eau à 4 et 6 degrés. Alors, je peux vous dire que là, ça pique, c'est le mot, même avec des vêtements étanches que nous avons, nous influons de l'air. Hein. Mais bon, ces parties-là, des fois, les mains, surtout que je travaille avec des petits gants, pour avoir la sensibilité sur l'appareil. Là, des fois, quand vous faites des plongées dans 4 degrés, ça fait froid. Et si le lendemain, vous faites une plongée dans 6 degrés, je vous promets, c'est les Caraïbes. 2 degrés, c'est impressionnant. Voilà, et en gros, pour dire dans les histoires d'épaves, après, aussi pour une petite quelque chose, il est arrivé en 2005, lors de la sortie d'un de mes ouvrages, un soir, c'est une histoire, je vous la fais court, je reçois un mail de quelqu'un me disant Monsieur, vous avez plongé sur le Saint-Prosper et mon grand-oncle était sur cette épave, c'est fabuleux, grâce à vous, on vient de retrouver l'épave. Alors je dis tiens, pourquoi? Alors je lui réponds par mail, mais l'épave est connue, et il me dit non, je viens de découvrir les photos grâce à vous. Alors à chaque fois qu'il y a un livre qui sort, on fait un panaché d'images, et un gars de mon groupe, le met sur Internet. Et ce monsieur qui m'a contacté, depuis quelques années, tapait sur Internet Saint-Prosper, le nom de l'épave. Et comme nous, le livre était sorti, pof, là c'est sorti. Donc il m'a contacté. Et cette épave était un cargo français qui officiellement revenait d'Algérie et officieusement il transportait du carburant pour les républicains en Espagne. Il a coulé dans la baie de Rosas en 1939 sur une mine. Et la seule indication qu'avaient reçu les familles en 1939, c'est Saint-Prosper disparu corps et âme. C'est fini, on n'en parle plus. La seule chose qu'ils avaient réussi à avoir, les familles, c'était une bouée qui avait été retrouvée sur une plage en Algérie, avec marqué Saint-Prosper. Donc,
pour ce monsieur, alors qui m'envoie, j'en reviens à ce mail, je lui dis, mais non, l'épave est connue, monsieur, vous faites erreur, parce que je voyais que ça partait, je dis, vous faites erreur, l'épave est connue des plongeurs espagnols et même de quelques plongeurs français. Il me dit, non, 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 c'est sûr, c'est cette épave, le Saint-Prosper. Alors j'ai écouté, le mieux, appelez-moi. Alors il me téléphone, on discute, il me dit, non, non, c'est bien ça, le Saint-Prosper, c'est bien cette épave. Ben, je lui dis, alors vous vous rendez compte, je vais téléphoner aux familles, on va faire quelque chose et tout. Je dis, non, non, monsieur, moi je pense que vous faites erreur, parce que cette épave est connue même dans la baie de Rosas, les plongeurs espagnols, ils pêchent dessus et tout. Et ce monsieur me dit, écoutez, appelez mon père, je vous en prie, c'était son oncle, il va vous expliquer. Donc il était 10h30 du soir, j'appelle ce monsieur, je dis, voilà, votre fils, ah, il vient de m'appeler, mais c'est fabuleux, ça y est. Alors donc, écoutez, je téléphone aux familles, on fait quelque chose. Alors je dis, écoutez, attendez, je prends, moi, dans mes archives, un peu les renseignements que j'ai fait, et par regroupement, effectivement, c'était bien l'épave qui parlait, et qui avait été... Alors les autorités françaises, en 1963, les plongeurs espagnols avaient écrit aux autorités françaises, ils avaient trouvé la cloche. On a trouvé ça. Les autorités françaises ont dit, la guerre est finie depuis longtemps, on ne va pas réveiller des vieux souvenirs, on classe sans suite. Donc, toutes ces familles, depuis 1939, c'était une plaie, et là j'ai compris, c'était une plaie pas refermée, parce qu'ils n'ont pas pu faire le deuil. Donc à ce monsieur, bon, je voyais tellement joyeux, tellement c'était quelque chose, je dis, écoutez, eh ben, on est en mai, si vous voulez, on va voir pour un jour faire quelque chose. Ah, il me dit, c'est très bien, il était un peu sourd. Il me dit, et quand? J'ai dit, ben, un jour, c'est tout, voilà, ça s'arrête là, je téléphone aux familles, on en parle. Je raccroche, leur passage, je mentionnerai toujours cette soirée, je me mets à table, le téléphone ressonne, c'était le fils de ce monsieur qui me dit, je vous remercie de ce que vous avez dit à mon père, ça lui fait plaisir, donc c'est pour fin août. Fin août, il me dit, oui, oui, il est d'accord pour la plaque. Alors je lui avais dit qu'on mettrait peut-être une plaque et tout. Je dis, mais attendez, ça se fait pas comme ça, la météo, vous savez, ça se prépare, s'il fait du vent, on va plonger, tout ça. Alors il me dit, écoutez, non, non, on vient, on va téléphoner aux familles, on va affréter un bateau, on va prendre le bus. Alors, j'ai pas pu dire non. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui peuvent faire enfin le deuil de quelque chose? Je dis, bon, je préviens les gars du groupe, je dis, alors eux, les gars du groupe, ils me disent, et tu les refais venir 2 mois, tu prévois 2 ou 3 mois à l'avance. Si la météo n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais ça sera bon, c'est obligé, ça sera bon, un truc comme ça. C'était un gros coup de poker, hein, parce que bon, en plein milieu de la baie de Rosas, il est par 60 mètres de fond, il n'y a aucun abri, si ça souffle, c'est pelé, on ne peut rien faire. Donc nous voilà, et de tout l'été, ils prennent la météo. Donc ils prennent un bus avec tous les descendants des familles, y compris la fille du capitaine, et des personnes âgées quand même, hein, parce que bon, de génération en génération. Donc tout le monde descend de Normandie. 900 morts, et on se donne rendez-vous à Rosas. Ils avaient loué un bateau, ils avaient préparé une plaque en granit, beau granit Bretagne, là, pierre rose, avec marqué « Souvenir des familles aux disparus du Saint-Prosper ». J'avais donné aucune mesure, rien du tout. Ils avaient fait une plaque parce que j'étais plus perturbé par le fait de les faire venir d'aussi loin, sachant que peut-être on ne pourrait rien faire. Voilà. Donc le jour arrive, et quelques jours avant, je prends le météo et je vois que ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. 70 km/h, 80 km/h de tramontane dans la baie de Rosas, ça ne va pas le faire. Et je leur dis, vous savez, ils me disent, c'est pas grave, de toute façon, on vient. Et faire venir des personnes d'aussi loin, vous savez, psychologiquement, je me dis, pas pour rien, parce que peut-être qu'ils ne pourront même pas sortir en bateau. Je dis, bon. Donc, alors la veille, mes gars partent en Zodiac pour baliser l'épave. Donc ça soufflait. En général, pour baliser l'épave, ils mettent, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Ce jour-là, ils sont partis à 8 h du soir, ils sont revenus à 10 h 30, ils n'y arrivaient pas. Déjà, ça commençait bien. Ils m'appellent, ils me disent, c'est bon, on l'a balisé. Mais le vent était plein pot, ça tombait pas. Et ils m'ont dit, mais de toute façon, on ne pourra pas y aller demain. Les familles, je les avais reçues, on ira, on ira. Qu'est-ce que je leur dis? Des gens qui avaient tant de joie dans leurs yeux. Je dis, oui, on ira, oui. Bon, je me souviens plus de quoi, pourquoi tu leur dis qu'on ira? Parce qu'on n'ira pas, tu as vu le vent, ça tombera jamais, Patrice, il est établi. Je dis, écoute, demain matin, je me souviendrai toujours, je dis, demain matin, il fera jour. Donc, on va, oui, je ne vous cache pas, je n'ai pas dormi de la nuit.
toute la nuit j'ai veillé, en attendant, j'ai dit peut-être il y aura une fenêtre, peut-être il y aura une fenêtre. La fatigue venant à 6 h du matin, je m'endors, je pointe du nez, et un des gars vient me réveille, il me dit Patrice, le vent est tombé. Et le vent était tombé. Devant le port, c'est une mer d'huile. Les familles faisaient route. Nous, on prépare le matériel. Il y avait la jonction au Zodiac. Alors, c'était... les Bretons, les Normands ont le culte des morts que nous n'avons pas dans le sud. Il y avait beaucoup de chants sur le bateau. Tous les portraits des disparus, des gerbes de fleurs, des chansons. Et, comment vous dire, c'était vraiment un moment plein d'émotions. Ils nous ont tendu la plaque en granit, comme si c'était leur âme qui nous tendait là. Où c'est que vous allez la mettre? Alors je dis on va la mettre. Alors cette épave, le Saint-Prosper, est souvent en eau trouble parce que c'est dans la baie et il est très rarement clair. Alors les gars ils me disent bon on va le mettre. Je dis on va le mettre là, sur l'épave au pied du mât. Il y a des grands mâts de charge et je dis on le mettra là. On fera des photos, un film vidéo pour leur montrer parce qu'ils voulaient savoir comment c'était. Et dans la descente, bon, ben, l'eau était trouble, on ne voyait rien. Et lors qu'on descende cette plaque, je dis où on va la mettre. Et en me tournant comme ça, eh ben, il n'y avait que le mât de charge qui remonte jusqu'à 30 mètres de la surface, qui était clair, avec tous les poissons, comme vous avez pu le voir, en éclairant, ça faisait des poissons roses. Et ce mât de charge qui était là, perdu dans le brouillard, mais que lui était clair. Alors je dis c'est un signe, on va le mettre là. Mes gars sont emmenés cette plaque avec le parachute, on l'a posée, et un truc incroyable, c'est comme si on avait donné une mesure de là où on l'a mise, elle est rentrée pile poil. On l'a assurée avec des bouts et des chaînes, et elle est rentrée comme si au centimètre près ça avait été mesuré. Donc c'est une autre magie du Saint-Prosper. On a fait des photos, et nous voilà terminant les paliers, remontés sur le bateau, je suis toujours le dernier à remonter, je laisse personne derrière moi, et en remontant sur le bateau, je mets le masque sur le front et la tramontane, elle est repartie. Mais alors, on s'est fait brasser pour rentrer et il y a eu une fenêtre. Et comme je dis, c'était la magie du Saint-Prosper. Voilà, donc on a pu le faire. On a retrouvé les familles après qui nous attendaient dans un restaurant. Alors on leur a montré les photos, on leur a parlé des pas, ils voulaient savoir comment on était. Et après, à la fin de ce repas, après vous comprenez qu'entre les familles et le groupe, c'est devenu vraiment quelque chose de fusionnel, quoi. Et quand vous avez la fille du capitaine, le petit-fils, la petite fille du capitaine qui viennent vous voir et vous disent vous savez, monsieur Srazera, vous et vos gars, vous nous avez changé la vie. Parce que vous nous avez permis de faire le deuil. Alors quand on voit tous ces avions qui disparaissent, tout ça, maintenant je comprends mieux pourquoi les gens veulent voir où c'était. Et ce qui a été terrible, ça c'était le petit-fils du capitaine qui me le disait, il me disait, ce qui est terrible, c'est que dans toutes ces générations, depuis 1939, il y a des générations qui sont venues en vacances en Espagne, qui se sont baignées dans la baie de Rosas, et ils avaient le bateau en face, alors qu'ils ne l'ont jamais su. Ça, il me dit, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais quand même pardonner aux autorités françaises, parce que c'est pas bien de nous avoir caché ça. Ils auraient pu nous dire qu'ils avaient eu des nouvelles en 1963. Donc cette soirée se termine, on leur donne les photos, les films, tout ce qu'on a fait. Et en rentrant dans la voiture, il me vient une idée. J'ai dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Cette plaque, c'est bien. Alors c'est marqué 2005, tout ça. J'ai dit, mais on est en 2005. En 2009, il faut trouver quelque chose. Il m'est venu une idée. Il dit, on va faire une urne et on va mettre la terre des marins dans cette urne. Et on ira mettre l'urne à côté de la plaque sur le mât. Parce qu'un homme qui soit dans les airs, sur la terre, sous la mer, sur la mer, son désir, c'est de retrouver sa terre. Et là,